Bonne année! Bienvenue en 2026. Si tu es encore en vie, ça veut dire que tu as survécu en 2025, mais surtout que la vie n'en a pas encore fini avec toi. Alors, si tu ne sais pas par où commencer pour rendre grâce, je voudrais te suggérer ceci. Commence par ces deux sujets. Premièrement, tu es encore en vie, mais surtout, ton histoire n'est pas terminée. Je crois fermement que tu peux faire de 2026 une année différente de celle que tu as eue jusqu'à présent. Ceci n'est pas un discours de motivation, mais une réalité. 2026 peut être une bien meilleure année que 2025, mais pour cela, il faut que tu sois intentionnel. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre l'accent sur les résolutions de nouvel an, mais je vais te parler de ce que tu dois faire et surtout comprendre bien avant de prendre éventuellement des résolutions pour le nouvel an. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens échouent avant même de commencer. Simplement parce qu'ils sautent des étapes importantes. Donc, alors, accroche-toi parce que nous allons plonger dans 7 choses qui sont essentielles avant de prendre des résolutions pour le nouvel an. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant de vous plonger dans 2026, il faudrait faire un bilan de 2025. Avant de foncer la tête baissée dans l'année 2026 et de commencer à travailler et à réaliser des choses, arrête-toi. Regarde en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Fais un point. Fais ton bilan annuel. C'est quoi un bilan annuel? En fait, le bilan annuel, c'est une pause intentionnelle pour examiner ton année écoulée. C'est le moment de te poser, de faire l'inventaire de ta vie, de tes réussites, de tes échecs notamment, de tes apprentissages, des relations, de ta santé, de tes finances, un point très important, mais surtout de ta spiritualité. Comme Maya Angelou l'a dit, tu ne peux vraiment pas savoir où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Or, ton bilan annuel te permet de savoir d'où tu viens durant l'année 2025. Et pourquoi le faire? En fait, c'est important de le faire, comme je viens de le dire, parce qu'il faut identifier clairement comment l'année 2025 s'est passée pour pouvoir faire de 2026 une année meilleure. En fait, le bilan annuel, globalement, va te permettre de célébrer tes victoires, même les plus petites et surtout les plus petites, parce que ce sont des jalons vers ta réussite. D'identifier les patterns, c'est-à-dire les mécanismes réguliers ou récurrents, voilà. D'identifier les mécanismes récurrents qui te bloquent. D'apprendre de tes erreurs et surtout de ne pas les répéter. De mesurer ta croissance réelle, parce que faut pas se baisser d'illusions. Et enfin, d'ajuster ta trajectoire pour l'année à venir. Tu comprends donc que une année 2025 où l'année 2025 est pleine d'indices, plein d'outils, plein d'éléments qui vont te permettre d'améliorer ton année 2026. Et une bonne analyse de cette année 2025 te donnera donc les clés pour savoir sur quoi agir pour avoir une année 2026 meilleure. Maintenant, comment le faire? Pour le faire, prends un carnet et pose-toi des questions simples. Quelles ont été tes plus grandes réussites ou tes plus grands échecs en 2025? Quels ont été les défis les plus importants que tu as relevés? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en 2025? Dans quel domaine est-ce que tu as progressé? Dans quel domaine est-ce que tu as stagné ou encore régressé? Quelles relations t'ont enrichi, s'il faut parler du côté relationnel, et lesquelles t'ont épuisé? Qu'est-ce que tu veux laisser absolument derrière toi en 2025 et ne pas surtout revenir dessus? Pourquoi es-tu reconnaissant? Ce sont des questions, il s'agit d'un sample indicatif de questions que tu peux te poser, mais je te laisse le soin d'enrichir en faisant ton propre bilan. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un exercice de culpabilité, c'est un exercice de prise de conscience. Tu fais le point, tu identifies ce qui n'a pas marché. Tu n'as pas besoin d'être parfait, mais il faut juste que tu t'inscrives dans une dynamique de progression. Deuxièmement, il faut que tu acceptes la responsabilité de ta vie. Parlons maintenant de quelque chose qui est inconfortable, ta responsabilité personnelle. Et ici, écoute-moi bien, ta vie est le résultat de tes choix. Pas des circonstances, pas des autres, mais de tes choix et uniquement de tes choix. Je sais que c'est dur à entendre et qu'il est très facile de blâmer l'économie pour un manque de succès financier, un patron pour une stagnation professionnelle, un conjoint ou des amis parce qu'on a de mauvaises relations avec les autres, des parents pour des blocages émotionnels, financiers et tout le reste, ou enfin le gouvernement pour tout ce qui ne va pas dans nos vies. Mais voici une vérité qui, je crois, te libérera. Si tu n'es pas responsable, tu n'as pas de pouvoir sur ta vie. En fait, le fait de transférer les responsabilités à d'autres personnes ou d'autres choses t'enlève le pouvoir sur ta vie. Et il est donc important que tu récupères ce pouvoir-là en reprenant la responsabilité de ta vie. Les circonstances de ta vie n'ont pas de pouvoir sur ta vie. En tout cas, pas autant que tu le crois. Si tu le fais, alors tu deviens une victime. Ça veut dire que tu subis simplement tout ce qui se passe, mais tu es incapable de changer ou de transformer quoi que ce soit. Or, tu le sais mieux que moi. Les victimes ne gagnent jamais. Jim Rohn a dit quelque chose qui pour moi est très important. Tu dois assumer la responsabilité et tu ne peux pas changer les circonstances ou les saisons ou le vent, mais tu peux te changer toi-même. Donc tu peux te
tout changer. Et je crois fermement que c'est le cas. Donc, accepte la responsabilité pour les choses ou accepte ta responsabilité pour les résultats que tu obtiens dans ta vie. Écoute-moi bien, je n'ai pas parlé de ce qui t'arrive, mais des résultats. Pourquoi? Parce que en le faisant, tu reconnais que même si tu n'es pas maître des circonstances, tu es maître de tes réactions par rapport à tout ce qui t'arrive. Et donc, tu n'es pas responsable de la trahison des autres, par exemple, mais tu es responsable de tes réactions après la trahison. Tu es responsable notamment du pardon que tu peux exercer, tu es responsable de ton équilibre émotionnel et tu es responsable de l'éloignement éventuel qui est nécessaire pour que tu te mettes au loin de ces trahisons. Donc, en 2026, cesse d'être une victime et deviens l'auteur de ta propre histoire, pas un personnage secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Troisièmement, apprends à faire la différence entre un objectif et une résolution. Il est important de noter que beaucoup de personnes confondent résolution et objectif. Et c'est cette confusion qui généralement est à l'origine de l'absence de résultats à la fin d'une année. Et c'est surtout pour ça que 92% des résolutions qui sont prises au 31 décembre ne vont durer que jusqu'au 31 janvier au plus tard. En fait, les résolutions, ce sont très souvent des vœux pieux. Ce sont des intentions vagues comme je veux faire plus de sport, je veux manger plus sainement, je veux être plus heureux, je veux gagner plus d'argent. C'est beau, ça a l'air inspirant, mais c'est complètement inutile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de mesurable, rien de concret dans ce que vous venez de dire. En revanche, un objectif a ceci qu'il est mesurable, il est atteignable, il est réaliste, il est temporellement défini. Donc il y a un horizon de temps auquel il doit réaliser. En d'autres termes, un objectif, il est smart. Et j'imagine que vous connaissez déjà cette expression. Ce qui veut dire, si on reprend les vœux qu'on a énoncés tout à l'heure, au lieu de dire je veux faire plus de sport, on peut se dire je dois courir 10 km en 1 heure dans 6 mois. Au lieu de dire je veux manger plus sainement, on peut se dire je dois préparer 5 repas à la maison par semaine pendant les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois. Au lieu de dire je veux gagner plus d'argent, on peut se dire je dois augmenter mes revenus de 20% au 31 décembre 2026. Est-ce que vous voyez la différence? En fait, un but ou un objectif, c'est un rêve avec une échéance. Ça, c'est Napoléon Hill qui le dit. Donc, le fait de fixer des objectifs, contrairement aux résolutions, participe en fait à un processus réfléchi qui va au-delà de la simple cible à atteindre. C'est vraiment un processus qui met en avant l'atteinte d'une chose désirée. Ce qui n'est pas le cas du tout lorsqu'on parle de résolution. Par exemple, pour pouvoir établir vos objectifs, vous aurez une réflexion en 4 points. Premièrement, pourquoi est-ce que vous voulez atteindre cet objectif-là? Deuxièmement, quel est le plan d'action que vous allez mettre en œuvre pour l'atteindre? Troisièmement, quels sont les indicateurs de progrès? On l'a vu tout à l'heure, vous voulez augmenter vos objectifs de 20% au 31 décembre 2026 par exemple. Ça veut dire que votre indicateur de progrès, ce sera votre salaire. Et quatrièmement, enfin, ça va vous demander un engagement sur le long terme. L'autre chose que vous apportent les objectifs vous oblige à mettre en place un moyen de suivi de leur réalisation et surtout une méthode de suivi de leur réalisation. Et ça aussi, ça constitue une différence entre les objectifs et les résolutions. Donc, alors en 2026, ne prenez pas simplement des résolutions, fixez-vous des objectifs. Quatrièmement, acceptez de commencer petit. En fait, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu ne vas pas transformer ta vie du jour au lendemain. Et c'est ok, parfaitement. L'une des erreurs que beaucoup de gens font au début de l'année, c'est de vouloir tout changer en même temps. 1 kilo en même temps, lancer une entreprise, apprendre 2-3 langues, lire 50 livres, se lever le matin à 5 heures, méditer 1 heure par jour. Vous essayez de le faire en même temps, vous allez vous planter. Et d'ailleurs, ce qu'on observe, je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'en février, 92% des personnes ont laissé de côté tout ce qu'ils se sont fixés comme résolution en début d'année. Et il y a quelque chose que j'ai lu dernièrement dans le livre de James Clear, l'auteur de Un rien peut tout changer, qui m'a marqué par rapport à l'importance de commencer petit. Il dit ceci: vous n'êtes pas au niveau de vos objectifs, mais vous tombez au niveau de vos systèmes. En fait, cette phrase-là veut dire quoi? Que au-delà des actions que vous posez, vous devez faire attention au système que vous avez mis en place pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je m'explique. La transformation durable vient pas à pas. Ce ne sont pas de grands changements, mais les petites actions que vous allez poser de façon continuelle, répétitive, qui dans le temps vont vous donner les résultats auxquels vous aspirez. Alors commencez petit. Ne méprisez pas les petits commencements. Vous voulez courir un marathon ou vous voulez courir 10 km en 1 heure d'ici 6 mois, comme on l'a vu plus haut. Commencez par courir 10 minutes 3 fois par semaine. Vous voulez lire plus? Commencez par lire 10 pages par jour. Vous voulez économiser de l'argent ou augmenter vos revenus de 20% d'ici 6 mois? Commencez par augmenter ces revenus-là d'1% d'ici 1 mois ou d'ici 2 mois. Commencez petit et valoriser les petits commencements. Les petites actions créent la confiance crée la constance et la constance va vous créer les résultats. N'oubliez pas, Confucius l'a dit, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un pas. N'ayez pas honte de commencer petit. Par contre, ayez honte de ne pas commencer du tout. Cinquièmement,
préparez-vous à planifier vos actions pour atteindre vos objectifs. Bon, écoute bien ce point parce que c'est celui que plusieurs personnes ignorent. L'étape de planification est l'étape qui est très souvent oubliée lorsqu'on parle de fixation d'objectifs. Et c'est aussi la raison pour laquelle la plupart des personnes échouent à atteindre leurs objectifs. Les personnes se concentrent tellement sur le résultat qu'elles oublient de penser aux étapes qui vont les mener à ces résultats-là. Laissez-moi vous poser une question. Actuellement, je suis à Douala. Si je vous dis, ou alors si je vous demande d'aller de Douala à Paris, est-ce que vous allez monter dans une voiture et conduire au hasard? Non, vous allez planifier. Et vous allez notamment vous poser les questions suivantes. Quel est le moyen de transport? Quelle est la route que vous allez prendre? Combien de temps est-ce que ça va durer? Quel est le budget que vous avez? Mais surtout, quelles sont les étapes? C'est la même chose que vous devez faire pour vos objectifs. En écrivant en fait les étapes individuelles, puis en cochant chacune d'elles au fur et à mesure que vous les réalisez, vous allez vous rendre compte que vous progressez vers votre but ultime. En fait, cette démarche est particulièrement importante lorsque votre objectif est grand et exigeant. Votre plan d'action doit contenir au moins les éléments suivants. Premièrement, des actions concrètes. Évitez des formulations vagues qui entraînent souvent des questions au moment où vous voulez les réaliser. Par exemple, ne dites pas améliorer mes compétences, mais dites par exemple suivre une formation en comptabilité et compléter 2 modules, 3 modules, 4 modules par semaine ou par mois. Deuxièmement, il faut que vos actions soient courtes et précises. Ici encore, c'est pour pouvoir vous permettre de les réaliser facilement. Donc, ça vous facilite la lecture, ça facilite la mise en œuvre. Troisièmement, il faut que chaque action soit accompagnée d'un échéance. C'est pour pouvoir vous permettre de traquer facilement votre plan d'action. Et pendant que vous allez le faire, évitez les erreurs suivantes. L'une des erreurs que la plupart des gens font quand ils établissent un plan d'action, c'est qu'ils essayent d'établir un plan d'action global sur toute l'année. Prenons l'exemple, l'un de vos objectifs peut être d'achever une formation. Ne commettez surtout pas l'erreur d'établir un plan d'action annuel. Je vous recommande de le scinder en blocs. Par exemple, trimestriel. Vous établissez un plan d'action trimestriel et pour le trimestre qui est initié, vous pouvez faire un plan d'action un peu plus détaillé. Donc, vous faites premièrement un plan d'action global, sur tout le trimestre avec les grandes lignes. Et une fois que ce trimestre-là est initié, vous faites un plan d'action détaillé. Pareillement, le trimestre suivant, et dès que vous entamez le trimestre, vous établissez un plan d'action détaillé. La planification progressive va vous faciliter déjà la mise en œuvre de vos plans d'action, mais aussi réduire votre stress durant cet exercice qui est, il faut que je vous le dise, qui n'est pas simple du tout. En 2026, ne planifiez pas 365 jours à l'avance. Planifiez un trimestre, puis au fur et à mesure. Sixièmement, préparez-vous à travailler plus dur pour vos objectifs que pour votre travail. La question du sacrifice auquel vous allez devoir consentir est une question réelle quand on va atteindre ces objectifs. Vous passez 8 heures par jour à construire des rêves de quelqu'un d'autre. Mais la question c'est de savoir combien de temps est-ce que vous passez à construire vos propres rêves. Comprenons-nous, je n'oppose pas le travail ou votre activité professionnelle à votre vie personnelle. Les deux sont liés. Mais simplement ce que je vous invite à faire au travers de cet exercice, c'est de mettre la même énergie que vous mettez pour votre activité professionnelle, pour l'atteinte de vos objectifs personnels, qui vont très souvent au-delà de l'emploi que vous occupez. La preuve, c'est que de nos jours, nous occupons durant notre carrière 4, 5, 6 emplois différents. Donc, c'est important. Travaillez à vos objectifs. Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre emploi. Ça, c'est une citation de Jim Rohn. Donc, si vous voulez changer les choses en 2026, il faudrait que vous soyez prêt à vous investir à 300% dans vos objectifs, autant que vous le faites pour votre emploi. Ça va sans doute signifier que vous allez devoir vous lever plus tôt, vous allez devoir vous coucher plus tard, vous allez devoir annuler certaines sorties, vous allez devoir investir dans des formations, vous allez devoir revoir la formation pour gérer vos finances, vous allez devoir travailler sur des projets le week-end, pendant que d'autres se reposent, et ainsi de suite. Comprenons-nous bien, je ne vous demande pas de vous épuiser, je vous demande à compte de mettre de la passion, de l'énergie et de la sueur dans l'atteinte de vos objectifs personnels. C'est très important et vous devez être intentionnel avec cela. Je sais que c'est une vérité inconfortable aussi, mais tant que votre succès ne sera pas pour vous une priorité, vous n'y arriverez pas. Et la vérité, c'est que vous êtes la seule personne dont le succès, pour laquelle votre succès est prioritaire. Il n'est pas prioritaire pour votre patron, pas prioritaire pour votre entreprise, pour votre famille, pour vos amis. Votre succès, il est prioritaire premièrement pour vous. Et il relève de votre responsabilité. C'était notre point numéro 2. Septièmement, prenez conscience que vous devez persévérer et souvent échouer. Bon, ici nous allons partir du point que vous ne voulez sans doute pas entendre, mais qui est indispensable dans votre quête de succès et de réussite en 2026. La peur de l'échec, c'est un frein majeur dans la fixation d'objectifs et même dans l'effort que nous pouvons mettre pour essayer de les atteindre. Je me souviens il y a quelques années quand je discutais avec une amie de ses objectifs pour l'année en cours. Elle m'avait savoir qu'elle avait arrêté de se fixer des objectifs parce qu'elle n'y arrivait jamais. C'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'arrêter complètement de se fixer des objectifs parce qu'on échoue. Donc l'échec est normal, mais arrêter de se fixer des objectifs, non. L'échec est douloureux, tant sur le plan émotionnel, financier, relationnel. Et cette crainte peut vous pousser à ne pas essayer
de réussir. C'est un mécanisme de protection normal. Par contre, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous devez considérer l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de développement. Il y a une situation dont je ne me souviens plus très bien au moment où je fais cette vidéo qui disait: vous avez testé le poids de l'échec, essayez le poids du regret. Le regret de n'avoir pas essayé, par exemple, de n'avoir pas tenté votre chance, de n'avoir pas couru après ce rêve. Je vous assure, le regret fait plus mal que l'échec. Dans la Bible, il y a un verset, Josué 1, verset 9, qui pour moi me passe régulièrement à la tête, notamment lorsque je pense aux échecs et à la peur d'échouer. Dans Josué 1, verset 9, il est écrit: ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Où que tu ailles, ne vous effrayez point, ne vous épouvantez point. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes fait pour réussir et d'ailleurs que vous êtes une réussite. La vérité, c'est que dans le projet global après lequel vous courez, vous connaîtrez des échecs, d'étapes, mais globalement, le projet que vous menez, qui est le projet de votre vie, va réussir. Parce que c'est inscrit dans votre ADN. Au travers de celui qui vous a créé. Dieu, comme tout créateur, a créé des créatures, si vous me permettez la tautologie, pour réussir. Et vous devez réussir et vous allez réussir. Tant que la peur de l'échec est entretenue, vous ne pourrez rien faire. Cessez donc de voir l'échec comme un obstacle, comme un blocage. C'est le prix à payer pour y arriver. Vous pouvez échouer, tout comme vous pouvez réussir. C'est 50-50. Je sais qu'au début de cette vidéo, je vous ai promis la réussite. Mais je ne pouvais pas sauter cette part. Elle est indispensable et elle est nécessaire. Vous allez faire face à des échecs. J'insiste là-dessus. À un moment ou à un autre. Mais n'interrompez pas la chaîne. N'arrêtez pas. Ne lâchez rien. Maintenant, au-delà de l'échec, parlons de la persévérance. Et c'est à ce moment-ci que la plupart des personnes abandonnent. Persévérer, ce n'est pas simplement continuer quand c'est facile. C'est continuer quand tout en toi hurle d'arrêter. C'est continuer quand tu ne vois aucun résultat. C'est continuer quand tout le monde autour de toi te dit tu perds ton temps. C'est ça persévérance. La persévérance bat le talent. La persévérance bat le génie. La persévérance bat l'éducation. Et c'est ça qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Pourquoi la plupart des personnes abandonnent? Ils abandonnent parce qu'ils s'attendent à des résultats immédiats. Ils veulent une transformation en 30 jours, le succès du jour au lendemain, la réussite instantanée. Mais la réalité, c'est que le succès ne ressemble pas. Vous plantez une graine et vous devez attendre qu'elle germe. Et en fonction du type d'arbre que vous allez recevoir, ça peut prendre du temps. Donc vous devez être patient. Alors, nous voici arrivés au thème de notre vidéo. Et je pense que vous avez retenu les 7 choses importantes que vous devez faire pour réussir votre année 2026 et passer des résolutions aux objectifs. Premièrement, faire un bilan honnête pour 2025. Deuxièmement, accepter la responsabilité de votre vie. Troisièmement, comprendre la différence entre résolution et objectif et surtout se fixer des objectifs. Quatrièmement, commencer petit. Cinquièmement, planifier vos actions de façon progressive et précise. Sixièmement, préparez-vous à travailler dur. Et septièmement, acceptez que l'échec fait partie du processus et persévérer. 2026 peut être votre année, elle peut être ton année, mais seulement si tu es intentionnel, seulement si tu passes d'un vœu pieux à l'action planifiée, seulement si tu acceptes que le changement demande du travail. Donc, comme Zig Ziglar l'a dit, tu n'as pas besoin d'être formidable pour commencer, mais tu dois commencer pour être formidable. Alors commence aujourd'hui, maintenant, n'attends plus. Et n'oublie pas, Dieu n'en a pas encore fini avec toi. Ton histoire continue. À toi de jouer et que Dieu vous bénisse.